Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Salon des légendes du Phocéen.fr. Merci beaucoup de votre fidélité et vous en avez l'habitude. Maintenant, dans le Salon des légendes, on accueille les grands joueurs de l'Olympique de Marseille avec 113 matchs avec l'Olympique de Marseille. Il est le symbole de ces minots qui ont réussi à s'installer dans le 11 type de l'OM. Il a côtoyé les plus grands et les plus grands se souviennent de ses mollets incroyable. Il a aidé le club à ne pas sombrer. Il est revenu lorsqu'il était en Ligue 2 et il a inscrit l'un des plus beaux buts en Coupe d'Europe de l'Olympique de Marseille. On s'en souviendra tous. Un de ceux qui resteront gravés à tout jamais dans les mémoires des supporters. Nous accueillons dans le Salon des légendes Jean-Christophe Marquier. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Comment vas-tu? Impeccable. Ravi de votre invitation et de parler un petit peu de football et de l'OM. Ça nous fait super plaisir de t'accueillir. On a tous en mémoire tes exploits à l'Olympique de Marseille, pas seulement. On va retracer ta carrière. Et pour te poser les questions aujourd'hui, je te laisse dans les mains expertes de Marjorie qui va te cuisiner, qui va te poser toutes les questions qui lui passeront par la tête. Tout ça. Et voilà, pendant 1 heure, merci en tous les cas d'être avec nous. Merci à vous. Jean-Christophe, merci beaucoup d'être là. On est vraiment très heureux de t'accueillir. Donc, on a quelques questions à te poser. Oui. Tu es donc né à Marseille, tu es natif de la cité phocéenne. Et puis, tu rêvais de quoi? De quoi rêvait petit Jean-Christophe? Alors, il rêvait de jouer au football, parce qu'il avait un frère aîné qui était dans le football. Donc, je suivais sur tous les terrains mon frère avec mes parents. Et c'est vrai que rapidement, j'ai eu un ballon dans les pieds et naturellement, j'ai voulu taper le ballon comme mon frère. D'accord. Et dans quel quartier tu as grandi? J'ai grandi à Sainte-Marguerite. Je suis né à Sainte-Marguerite et mes parents tenaient le tennis municipal qui était collé au stade Vélodrome. Donc j'avais quand même le stade Vélodrome en face tous les jours, qui vraiment me donnait envie d'un jour y jouer. Oui, parce que ça a été l'OM tout de suite. Toi, tu es parti direct Oui. à 6 ans, je crois, à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à l'Olympique de Marseille, donc j'ai fait toutes les catégories. Et c'est vrai que les jeunes catégories m'ont énormément apporté, parce que on découvre un sport, on veut aussi faire comme son grand frère, et c'était que du bonheur à cette époque. Bien sûr, en plus tu voyais le stade Vélodrome de toute ton enfance. Donc tu es formé déjà très jeune à l'Olympique de Marseille et tu es l'un de ces rares minots qui réussit à intégrer l'équipe professionnelle. Ça signifie quoi pour toi? Beaucoup de choses, parce que il y a beaucoup de paliers à passer. Donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc j'ai fait toutes les catégories, le centre de formation avec Henri Stambouli. Et c'est vrai qu'en étant Marseillais, le premier rêve, c'est de jouer et d'avoir son premier contrat pro à l'OM. J'ai eu cette chance, de par le travail, de par des sacrifices, mais quel bonheur de vivre tout cela. En plus, dans sa ville où tout est multiplié, tout est exagéré, fait que oui, j'ai eu cette chance. Ah oui, c'est magnifique. Et d'ailleurs, première apparition en équipe professionnelle en 1991 pour un 8e de finale match aller de la Coupe des clubs champions. C'est magnifique quand même pour une première. C'est une belle première. C'est une belle première. Avec le recul maintenant, c'est vrai que de rentrer à l'âge de 16 ans en Champions League, c'était même... je n'imaginais pas, c'était incroyable. J'ai eu cette opportunité dans cette équipe-là, qui fait que ça s'est très bien passé en plus. Bon, on jouait le Luxembourg, donc c'était une équipe facile à jouer, mais c'était surtout rentrer au stade Vélodrome avec cette équipe, avec ce public. C'est dur même à expliquer l'émotion qu'on peut ressentir. Ouais, parce que 16 ans, tu es encore avec tes potes à l'entraînement la veille. Je veux dire, et d'un coup, tu rentres dans ce stade avec cette magie que ça pouvait représenter à l'époque avec ces joueurs. Ces joueurs-là, on rappelle, 91, c'est quand même peut-être la plus grande équipe de l'histoire de l'Olympique de Marseille à l'époque. Et tu rentres à 16 ans. Tu réalises peut-être pas trop ce qui t'arrive, non? Et puis tant mieux parce que ça aurait pu me mettre une pression supplémentaire. Certains joueurs ont compris aussi l'importance que ça avait pour moi, donc vraiment dans des conditions fabuleuses. Moser, Casoni, Boli, Deschamps. J'étais presque leur petit frère qu'ils amenaient sur le terrain pour jouer une partie pour eux, mais moi, quelle partie?
Donc, c'est vrai que ce moment-là, de vivre ça, ça a un petit peu aussi chamboulé le début, pas de carrière, mais le début de ma formation. Parce que j'avais que seulement 16 ans, et en principe, à 16 ans, on est dans un centre de formation, ce que j'étais. À l'Olympique de Marseille, il y avait peu de jeunes qui avaient cette chance de côtoyer le haut niveau. Donc, pas un statut supplémentaire, mais quelque chose auquel j'avais vécu et qu'il fallait assumer. Alors, en parlant de cette période 1991, quel souvenir as-tu de cette défaite à Bari? Alors, cette défaite, je l'ai vécue, je passais mon CAP, j'étais à Clairefontaine, donc toujours dans un contexte footeux, très déçu, plus que déçu parce que un peuple attendait cela. Les circonstances aussi du match où on devait certainement gagner sur le terrain, on le perd au pénalty. Bien sûr. Mais bon, la suite a fait que Basile Boli, je pense qu'il a, et d'autres joueurs en ont parlé, a servi pour que les années suivantes, on ait cette expérience suffisante pour aller la chercher et surtout la gagner et vivre ce moment fabuleux pour une ville et un pays. Alors justement, on parle de Basile Boli. Donc, concernant tous les joueurs que tu as côtoyés, parle-nous un peu de cette expérience pour toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel est le souvenir pour toi d'avoir joué avec tous ces grands joueurs? Une fierté. Mm. Une fierté parce qu'ils sont tous devenus des grands et à l'époque même ils étaient grands, mais c'est vrai que le 93 a multiplié tout cela. En parler différemment maintenant en 47 ans, se dire que j'étais dans un effectif où toute l'Europe regardait. Alors certes, ils ne regardaient pas moi, mais le fait d'être dans ce cocon, dire que j'ai été chanceux, que c'est des souvenirs aggravés, et qui fait que à travers maintenant des projets auxquels je pense on parlera, on essaie aussi de transmettre tout ce qu'on a appris. Ensuite, 1993, tu es prêté à l'AS Cannes pour une saison pour t'aguerrir. Oui. Mais ensuite, tu reviens à l'Olympique de Marseille, de Marseille, qui est relégué en D2. Oui, Cannes a été une très bonne année parce que en étant en effectif à l'OM, on jouait très peu. On s'entraînait, c'était déjà pas mal. Donc partir une année à Cannes, pas trop loin de Marseille, parce que je ne voulais pas aussi trop partir et m'éloigner de ma ville, avec Luis Fernandez, où j'ai fait une vingtaine de matchs. À l'époque, j'avais l'armée, donc c'était une année assez compliquée au bataillon de Joinville. Et j'ai vécu une année fabuleuse, 20 matchs en D1. Très belle équipe à Cannes, d'ailleurs. Oui, il y avait Franck Priou, Patrick Vieira, Johan Mikou. Une très bonne ambiance pour une première, dont Louis m'a mis dans les meilleures conditions pour jouer. Cette année de près, revenir à Marseille en deuxième division, mais deuxième ou première division, peu importe pour moi, j'ai signé mon premier contrat pro et c'était surtout de jouer et d'être titulaire dans cette équipe. Donc tu y restes 3 saisons et tu participes à la remontée en première division avec l'Olympique de Marseille. Oui, les 2 premières années compliquées en deuxième division parce que chaque ville et chaque club recevait le grand OM, même si on était un peu plus petit de par le statut. Mais c'était toujours des matchs de Coupe de France et c'était 2 matchs à l'arraché. Et on est arrivé, tant bien que mal, à toujours tirer notre épingle du jeu et finir dans le haut du tableau, qui a fait qu'en 2 saisons, on est arrivé à remonter le club en première division, au statut où il devait être. Mais malgré la deuxième division, on a passé de fabuleux moments de générosité sur le terrain avec le public. Il y avait une génération aussi de leaders à cette époque, comme Rachid, comme pas qui débutait, mais qui commençait à faire aussi les en dehors du terrain, voilà, tout à fait. et qu'on a mené Depay, qui est décédé après malheureusement. Donc tout ça, c'était une vraie famille marseillaise qui a fait la force pour remonter en première division. On parlait donc de la D2 et on se souvient tous de ce but incroyable que tu as inscrit en Coupe d'Europe, donc face à l'Olympiakos en Grèce pendant l'épopée européenne de l'Olympique de Marseille. Oui. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir en tant que joueur professionnel? Oui. Oui, parce qu'en étant défenseur, on a peu de chances de marquer.
Cette fois-ci, ça m'est arrivé en plus en Coupe d'Europe, où je devais jamais marquer. C'est De Wolf qui me dit de monter un petit peu sur ce fameux corner. Et il me dit, si t'arrive quoi que ce soit, tire, après tu reviens vite, le souci défensif. Et j'ai la chance de marquer des souvenirs fabuleux. Une explosion de joie Explosion incroyable, de ouais, on s'en joie, souvient tous. Et on revoit justement le but en même temps. Tu parles sur l'écran. Et c'est vrai que c'était des frissons incroyables. C'est fabuleux parce que on ne fait pas encore parler de l'OM d'avant. Et nous, en tant que jeunes, on souhaitait aussi être à la hauteur de ce statut. Et marquer, c'est être un leader. Enfin, ce jour-là, c'est donner la possibilité de gagner à l'extérieur. C'est le but de la victoire, il faut le rappeler. C'est le but de la victoire, un tapis omniprésent, comme avant, donc aussi une fierté de rendre heureux son président. Donc, oui, que des bons souvenirs. Et d'ailleurs, que des bons souvenirs pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille qui se souviennent de cette magnifique période. C'était quand même une équipe de potes qui respectait la devise du club, qui mouillait le maillot. Vous étiez des combattants. Est-ce que pour toi, c'est ce qui a servi à écrire la légende de l'Olympique de Marseille, cette période, cette équipe? Alors oui, je pense qu'on a écrit une partie, parce que Marseille fait partie à plusieurs générations, à plusieurs titres. Oui, dans ces 2 ans, il fallait des joueurs combatifs, il fallait des joueurs passionnés, il fallait des jeunes, il fallait des vieux. Et ils ont su trouver le bon amalgame pour qu'on arrive rapidement à revenir au haut niveau. Parce qu'on voit comme des clubs maintenant comme Auxerre, comme Sochaux, qui sont tombés en 2e division, et c'est hyper dur de remonter. Donc on avait une pression conséquente des supporters, parce que c'était pas si facile que ça. Mais une bonne pression, elle était saine. Alors certes, ils étaient derrière nous, mais ça nous a permis aussi de se battre pour le club, pour la ville, et ce qui nous a permis d'avoir des résultats rapidement. Et c'est vrai qu'à l'époque, on sentait dans cette équipe, à la fois cette bande de potes, il y a énormément de grands joueurs qui ont rejoint cette équipe pour la faire remonter. Ils n'étaient pas obligés non plus de revenir en D2, en Ligue 2. C'était le cas de Bruno, c'était le cas de Pascal, c'était le cas de beaucoup de joueurs comme ça. Donc, et on sentait cette solidarité sur le terrain, ce combat que tu décrivais tout à l'heure en Ligue 2. Est-ce que c'est pas ce qui manque aujourd'hui, cet état d'esprit-là, ce souvenir de ce qu'a fait l'OM, ce vécu-là, dans l'équipe d'aujourd'hui sur le terrain? Beaucoup de supporters le reprochent aux joueurs. Oui, alors ils le reprochent. On compare même des choses qui ça a 20 ans. 20 ans, il se passe beaucoup de choses. Des anciens qui étaient venus donner main forte ou rendre un petit peu ce que l'OM leur avait apporté. C'était un Germain, c'était un Barthès, c'était un Casoni, c'était un Marcel Dib. C'était une génération. Nous, on était une nouvelle génération, donc ça a fait que ça a matché et on a pu avoir des résultats et un peu aussi rayonner au niveau national et international. Aujourd'hui, pas que l'OM, les mentalités ont changé parce qu'il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de choses qui sont aux alentours du football, qui sont positifs ou négatifs, mais qui en font partie. Donc il faut... C'est dur de comparer 2 générations ou 2 époques parce qu'ils ont chacun, il leur appartient chacun certaines choses. Ouais. Moi, ce que je souhaite à l'Olympique de Marseille, c'est que, on va en parler, mais que l'âme qu'a fait ce club, on le protège, on le développe de par des choix de joueurs, de par des choix, et c'est pas si facile. Un président et un actionnaire ne peut pas à 1 an, 2 ans, révolutionner une ville, révolutionner le football. On voit qu'un club comme le Milan AC, comme des grands clubs européens, ont des fois eu des moments très, très sombres. Donc, en étant Marseillais, avoir vécu tout cela, je reste énormément positif parce que c'est une ville qui fait rêver, un club qui fait rêver une ville, un pays, et on a besoin de l'OM au haut niveau. Le football en a besoin. Totalement. Et tu as encore des contacts parce que c'était une génération où il y avait pas mal de minots, justement. On se rappelle de Ludovic Assuar, je crois que tu as joué avec lui, Olivier Chouafny. Tu as encore des contacts avec ces joueurs-là? Oui, oui, on se téléphone ou on se voit sur certains événements. Peu, trop peu. À travers certains rendez-vous que j'organisais au Stade Vélodrome, il y avait des anciens pros, donc
ça me permettait de les revoir et aussi de les remettre dans le bain, parce que le Stade Vélodrome, quand on a arrêté sa carrière, on se dit qu'on ne rentrera plus sur cette musique. C'est vrai. Et C'est là, vrai. ce jour-là, il se remémore des moments, et c'était aussi un cadeau pour eux. Et donc il y a Chris Fuego qui nous dit, parce que raconte-nous comment était Tony Cascarino, parce qu'à l'époque il avait presque pratiquement l'âge d'être ton père presque. Tony, est-ce qu'il était vraiment de ce style-là, c'est-à-dire un peu papa? On se souvient aussi qu'il était souvent à Sainte-Anne, au pub irlandais avant les matchs, et que ça lui réussissait plutôt bien. T'as un souvenir de ce joueur-là? Alors c'était peut-être plutôt un grand frère. Un grand frère? Un grand frère qui avait une mentalité étrangère. Alors irlandais, mais on s'est aperçu un jour qu'il était anglais, donc il avait quand même déjà magouillé sa carrière. Un joueur fabuleux parce que toujours dans les réseaux, il y avait une photo de Cascarino, on disait quel buteur, et je disais que la chance qu'il nous donnait, c'est que même quand un centre était pas trop bon, il marquait. Donc il rendait toujours les choses positives. Il a marqué, je pense, plus de 60 buts en 2 saisons, et des saisons en deuxième division où il avait 3-4 personnes sur lui tous les matchs. C'était à cette époque un génie. Un génie déjà de l'avoir trouvé. Et pour un centreur comme toi, ça devait être un régal d'avoir justement au bout du centre un tel joueur. Il m'a aidé. Il m'a aidé à mieux me faire connaître, parce que pas tous mes centres des fois étaient jolis, et il les rendait bons. Sublimé. Ouais. Alors on reviendra sur cette magnifique période de l'Olympique de Marseille, mais en attendant, tu nous laisses pour une saison à Guingamp. Et ensuite, tu tentes une expérience à l'étranger, et ce qui n'est pas donné à tous les joueurs, C'était surtout plutôt au rare. Genoa, Oui. en Italie. Alors Guingamp, pour parler de Guingamp, ça a été 6 mois. Pas la meilleure des périodes pour un footballeur. Aussi de m'éloigner de Marseille. Mais qui m'a permis de voir un petit peu ce qui se passait loin de Marseille. Et après, quand je suis rentré, je suis parti au Genoa, où Gênes est très similaire à Marseille, de par la ville et de par même la mentalité des tifosi, des supporters. Agréablement surpris du travail, même si on en avait parlé, on comprend que les Italiens ont été au haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il y avait une charge de travail qu'on n'avait pas en France. Donc l'entraîneur m'a fait confiance dès le départ, ce qui m'a permis de jouer très rapidement. Après, pas trop de bons résultats, changement d'entraîneur, et un entraîneur italien qui voulait travailler qu'avec des Italiens. Comme je parlais peu et la langue m'éloignait un petit peu, il m'a mis de côté. Donc j'ai vécu à l'étranger le joueur qui ne joue pas, et c'était des moments très difficiles, mais qui m'ont permis aussi de comprendre qu'un joueur à l'étranger ne joue pas, comment il peut se renforcer différemment. Oui, parce que pour remettre dans le contexte, à l'époque, il n'y avait que 3 étrangers par équipe, c'était avant l'arrêt Bosman. Non, c'est après. C'est juste après, d'accord. Okay. Et donc, heureusement. Oui, d'ailleurs. Mais c'était une expérience quand même qui était assez rare pour les joueurs de Ligue 1. Il y avait peu de joueurs français à l'étranger. Mais j'en garde quand même un très bon souvenir, parce que j'ai fait des connaissances. Puis c'était pas loin de Marseille. C'était plutôt pas mal. C'était agréable. Une belle expérience. Puis chaque chose apporte quelque chose, que ce soit dans le négatif et le positif. Ensuite, donc, tu reviens dans la région, à Nice, pour finalement revenir à l'OM en 2000. C'est plus fort que toi, en fait. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Alors Nice, c'était un beau challenge, parce on souhaitait remonter en première division. Le président, c'était Sensi, le président de l'AS Roma, pardon. Et donc ils avaient mis vraiment les moyens. Il y avait José Cobos, il y avait Daniel Bravo, Marco Grassi, il y avait de grands joueurs de première division qui étaient venus. Ça n'a pas suffi. Et au bout de la première année, Eric Dimeco et Marcel Di passent directeur sportif à l'Olympique de Marseille. Et mon souhait, c'était de revenir à l'OM. Et le maire de Marseille, Dreyfus et Marcel et Eric, m'ont donné cette occasion de pouvoir revenir à l'OM. Alors certes, j'avais 26 ans, donc j'avais quand même entamé, même si c'est les plus belles années, mais les blessures de jeunesse m'ont suivi, m'ont jamais quitté, et j'étais plus à 100%. Donc quand je suis revenu à l'Olympique de Marseille, j'ai fait 4-5 apparitions, j'avais fait un contrat de 2 ans, et j'ai préféré mettre un terme à ma carrière. C'était pas si facile que ça, mais j'ai voulu être dans la vie active dès l'âge de 27 ans.
pour savoir réellement ce que c'était la vie. Décision compliquée quand même, parce que Ouais. des décisions prématurées, enfin, pour un footballeur professionnel, de se dire de quoi va être fait À l'après. 27 ans, Tu ouais. avais déjà une idée de... Plus facile de vous répondre maintenant parce Ouais. que je sais où ça m'a amené. Voilà. Ou quand on décide d'arrêter, c'est plus facile que d'une blessure de la subir. Donc j'avais l'envie d'arrêter parce que je me sentais plus à 100%, autant physiquement qu'intellectuellement. Et ma ville m'a tellement apporté que je voulais aussi lui rendre des choses auxquelles mon métier, je l'ai découvert après ma carrière. Mon deuxième métier, ma deuxième passion. Donc peut-être un risque que je prenais, que j'étais inconscient. Mais aussi l'inconscience fait faire des choses qui me permettent maintenant d'être chef d'entreprise, avec des projets, avec des ambitions et surtout rayonner dans le territoire du Sud. Alors, ouais. forte connotation régionale, mais aussi, est-ce que le football t'a apporté, parce que par la suite tu l'as développé, mais c'est plus facile d'en parler justement a posteriori, de dire est-ce que le football t'a apporté ce fait d'être fédérateur? Parce que tu travailles beaucoup en équipe, tu essaies de réunir les gens de tous horizons aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est le football qui t'a... Oui, les outils que j'avais naturellement au football, fédérer, gagner, perdre, parce qu'on apprend aussi dans ces situations, fait que le chef d'entreprise se retrouve souvent aussi dans ces configurations. Et fédérer autant de chefs d'entreprise, je ne pensais pas être capable, mais avec l'envie, la passion et une histoire, ça a matché et de suite on a pu s'entendre et réaliser des choses pour Marseille, notamment pour le club master d'entreprise, les jeunes, la Champions Cup. Donc le football est toujours près de moi. Omniprésent. Hein. Ça t'a apporté la détermination que tu as eue après pour la master, justement. Tout ce que j'ai pas pu réaliser à 27 ans dans le football, parce que c'est aussi un manque qui est dur même à expliquer, je l'ai aussi transféré dans ce nouveau métier et cette nouvelle passion. Et justement, ce manque, le jour où tu décides d'arrêter, bon, ça mûrit, hein, c'est pas une décision que tu prends en te levant le matin, j'imagine. Mais est-ce que cette décision-là était vraiment très très compliquée à prendre? Est-ce que ce dernier moment sur le terrain, tu l'as vécu sur le moment en te disant ça y est, je remettrai plus les pieds sur un terrain de football en professionnel? Qu'est-ce que ça a eu chez toi? Ça a pris un petit peu de temps, mais le temps faisait que je me rapprochais toujours de la même décision. Donc, après, il ne faut pas tant réfléchir que ça, parce que si je réfléchissais trop à l'époque, j'aurais fait ma deuxième année, mon deuxième année de contrat, et je ne sais pas comment on aurait pu évoluer par la suite. Ouais. D'arrêter, c'était aussi être maître de son destin. Même si c'était une période, entre guillemets, négative, parce qu'on arrête quelque chose auquel on a fait toute sa vie. Mais c'était pour me donner les moyens de découvrir autre chose avec mes petits bagages que j'avais eus lors du football et de mon expérience, qui faisait que je le mettais au profit d'une autre vie, parce que c'est complètement une autre vie. Le footballeur, on est dans un monde coucouné, et tant mieux, mais c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, c'est une autre vie. C'est une autre vie, ouais, mais c'est vrai qu'à réalisez 27 ans, pas, pour un footballeur, ouais. comme on dit T'as dans le fait que milieu, ça. il faut avoir des couilles pour arrêter et se dire je me balance dans la vie active et j'arrête cette carrière-là, parce qu'il y en a beaucoup qui font, comme tu le disais, qui font courir les contrats et qui profitent des contrats un peu plus longs, qui essayent de gratter les contrats pour terminer plus tard vu les possible. sommes maintenant, je les comprends. Oui, Ah c'est oui. vrai. C'est vrai que c'était peut-être pas les mêmes Moi, je sommes. crois que je vais C'est me mettre au possible. foot. C'est Alors possible. justement, tu décides d'arrêter ta carrière professionnelle, mais pas que, parce que tu laisses un pied dans le football quand même. Tu décides d'aider les clubs locaux, donc le Consolat, qui est aujourd'hui Atlético de Marseille. D'ailleurs, il y a Mamadou Niang dedans. Et l'US Andoum, est-ce que c'est une manière pour toi de rendre hommage à la ville et au club? De leur rendre... Oui, parce que quand on a été Marseillais, joué sur tous les terrains de Marseille, au final, c'était y revenir. J'ai eu la chance de jouer à l'OM. Finir une carrière dans des stades 10 fois moins connus que le Vélodrome, ça me parlait. Donc retourner à Consola et Andoum, c'était une fin qui ne me déplaisait pas. Mais c'est très bien. Tu as un frère qui s'appelle Patrice. Lui est parti directement au PSG pour débuter sa carrière de footballeur pro. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette différence de trajectoire entre frères?
Alors, oui, il a 8 ans de plus, donc il jouait à Mazargues à l'époque, et il a l'opportunité de partir au Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, c'était pas tant la rivalité que ça avec l'Olympique de Marseille, c'était plutôt Marseille-Bordeaux. Donc ça a été plus facile pour lui d'intégrer le PSG. Il a fait toutes ses gammes. Il a fait une très belle carrière parce que je pense qu'il a fait plus de 300 matchs en D1, ce qui est déjà assez conséquent. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu mon frère parti si tôt, j'ai aussi évolué comme un frère Parce qu'il était plus âgé que toi. plus âgé que moi. Ouais. Il est Donc je parti tôt, le suivais de loin. Alors à l'époque, même si on avait beaucoup de médias, il y en avait beaucoup moins que maintenant. Donc c'était le téléfoot le dimanche. Mais ça m'a aidé à avoir un tuteur et Un exemple. un exemple pour vouloir faire comme lui. la trajectoire. Est-ce que tu as Même si je joue au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière de footballeur professionnel? Quand j'ai arrêté un petit peu, plus maintenant. Plus maintenant, parce que le métier que je fais m'apporte énormément. Donc, je revis des moments passés qui sont différents maintenant, mais tout est similaire. Je fédère des chefs d'entreprise, et pour moi, c'est comme si c'était une équipe de foot. J'organise des événements, c'est comme si je préparais un match. Et avec un enrichissement intellectuel fabuleux, parce que travailler avec des chefs d'entreprise et Marseille, c'est passionnant. Donc non, j'ai pas de regrets. Puis vivre avec les regrets, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand tu disais un petit peu quand tu as arrêté, c'est-à-dire c'était des choix de club à des moments précis ou des choix de direction Des choix de club, il y a quand même une euphorie dans un être footballeur marseillais qui sait que tu as pu le vivre. De rentrer sur la musique, d'avoir une proximité avec les gens, qui est des fois excessive, mais on s'y habitue à tout cela. Ça peut manquer. Je ne l'ai pas vécu, mais quand j'en entends parler, Ouais, ça me chaque manque fois, à moi ça aussi. me les pose. À chaque fois, j'ai les larmes. Alors évidemment, tu suis l'actualité de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui, selon toi, n'a pas fonctionné dans le projet proposé par Franck McCourt? Alors, qui n'a pas fonctionné Jusqu'à présent, en tous Oui. les cas. à ce jour. Voilà, jusqu'à présent. Si on doit parler de pas fonctionner, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des grands clubs comme le Milan AC et d'autres qui ont eu des moments très très durs. McCourt est un chef d'entreprise. Il a déjà donné son aval et venir investir sur un agent à Marseille. Alors certes, je suis Marseillais, peut-être que ça ne suffit pas, mais c'est déjà énorme d'avoir quelqu'un qui déjà nous permet de rayonner. Alors on ne rayonne pas aux yeux des gens suffisamment, mais il y a des choix, il y a eu un changement. De ces changements, il faut toujours trouver un positif parce qu'il y est, il existe. Donc après, c'est comment il va maintenant le nouveau président accorder sa jeune expérience, mais qui est aussi dynamique, une jeune expérience de président. Personne ne peut faire la comparaison, on ne sait pas. Mais on sait par contre qu'il connaît le football à sa manière, qu'il a quand même un passé suffisant pour qu'on puisse l'écouter, et laissons-le travailler pour que on puisse, si on doit le juger par la suite, mais je pense qu'il a une réflexion, parce que je l'ai rencontré 2 fois, il connaît le football. Donc en connaissant le football, on est tous des entraîneurs, on est tous des tacticiens, mais en dehors de l'Olympique de Marseille. Quand on y est, il y a cette pression qui est pesante, mais qui, je pense, malgré son jeune âge, lui donne encore plus envie de réussir. Il faut qu'on lui laisse le temps. Beaucoup apparentent la nomination de Pablo Longoria, font un parallèle avec celle de Pape Diouf à l'époque. Parce que Pape Diouf était aussi issu d'un agent de joueur, est devenu directeur sportif puis président, donc un peu la même trajectoire. Est-ce que tu penses que justement cette proximité du football, ça modifie une façon de diriger un club? Oui. Forcément. Oui. Oui, parce que c'est pas les mêmes choix, c'est pas les mêmes approches. Le joueur pas vous respecte plus, mais ne peut pas aller dans des espaces où il peut
S'engouffrer, quoi. utiliser certaines choses. Là, lui, il connaît le football. Alors, à sa manière, je le répète, mais un joueur peut décider de venir à l'Olympique de Marseille parce qu'il a confiance déjà au président. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque à ce jour. Qui nous manque à ce jour parce que l'Olympique de Marseille a son passé, qu'on protège, qu'on admire, mais l'avenir nous donne encore plus envie d'associer tout cela. Donc, et la vie fait que qu'est-ce qu'on va faire demain? Comment on va le faire demain? Alors le Marseillais a envie de rapidement savoir ce qui va se passer demain et après-demain, mais ça ne se construit pas aussi facilement que ça. Et que penses-tu de l'arrivée de Sampaoli? Le physique me plaît, l'être me plaît, il représente le Sud, parce qu'il est charismatique, il est exubérant, enfin, Il vit le moment. Il vit le moment, et après, il marche il beaucoup. n'est pas sur le terrain. C'est les joueurs. Donc il faut qu'ils trouvent rapidement les bons messages pour que ces 11 joueurs ressemblent à son entraîneur, ressemblent à son président, ressemblent à ses supporters. Alors ça fait beaucoup de ressemblances, mais si on arrive à trouver les bonnes couleurs, c'est ce qu'a fait et c'est ce qui fait la magie de Marseille. Oui, l'osmose. Tu as multiples reconversions, dont une en 2012. Donc tu crées le club des Masters à Marseille. Oui. Tu vas nous expliquer un peu. Donc c'est pour but d'aider à fédérer le tissu local économique et aux entreprises marseillaises, donc de créer un lien, d'échanger. Oui. Explique-nous un peu tout ça. Alors je l'ai créé par rapport à des rencontres. Gérald Paseda, le maire de Marseille, qui a quand même été très présent dans mon envie aussi de rendre un petit peu à la ville ce qu'elle m'avait apporté. Une rencontre donnait la possibilité à des chefs d'entreprise, dans l'occurrence là avec Gérald Paseda, à des chefs cuisiniers, de jouer au Stade Vélodrome et de partager ce que j'avais pu vivre pendant des années. Ça matchait. On a fait rêver des grands étoilés, dont déjà, moi, des étoilés, c'était fabuleux de les avoir pour Marseille et pour valoriser aussi notre territoire. Et de cet événement, je l'ai décliné en Club Master pour que les entreprises qui sont supporters de l'OM ou qui sont toujours dans la proximité de Marseille puissent rentrer sous cette fameuse musique au Stade Vélodrome, qui puissent jouer à leurs collaborateurs, qui peuvent jouer à leurs fils, et puis que leur entité de leur société soit ce jour-là ancrée dans ce stade. J'ai monté une petite association, ça a de suite bien fonctionné. Et de là, j'ai monté une société pour donner la possibilité à tout le monde d'être supporter, acteur au Stade Vélodrome. Oui, au-delà de fédérer autour de l'image de l'Olympique de Marseille, qui est évidemment un gros sujet au Club des Masters, il y a aussi la ville elle-même, le tissu économique, ce qu'elle peut représenter, le potentiel qu'elle peut représenter. On parle beaucoup justement de ce potentiel inexploité de Marseille. Est-ce que toi qui as justement un contact privilégié avec ces chefs d'entreprise, tu sens ce dynamisme qui aujourd'hui est présent? Bon, c'est sûr que la période a été un peu compliquée, la période du Covid évidemment, mais on pourra voir cette vidéo à la sortie de cette période, donc c'est pour ça, pour parler un petit peu de ça. Donc ce potentiel, est-ce que toi tu le ressens en tant que justement Alors l'avantage de créer un événement autour du football, tout supporter, toute réussite, se devient des enfants et ce qu'on n'a pas pu rêver de faire. Donc déjà on les a captés, on les a capturés. Après, d'évoluer que dans le football, c'était dommage, parce que la ville de Marseille, c'est pas que le football, c'est la gastronomie, c'est d'autres sports, c'est les associations, c'est cette multitude de choses qui fait que, oui, le football m'a aidé à rencontrer toutes sortes de catégories sociales de gens, qui fait que je parle devant 100 chefs, 200, 300 chefs d'entreprise, ce que j'aurais jamais imaginé. Donc cette force, c'est la force de Marseille, c'est la force que les chefs d'entreprise m'ont donné aussi, m'ont transmis cette passion pour faire rayonner notre ville. Alors on ne fait pas plus que les autres villes, mais Marseille prend des proportions toujours beaucoup plus importantes. Et à ce jour, tout ce qu'on développe ensemble, ils sont fiers d'y participer parce qu'ils prennent beaucoup de plaisir, ils font du business, parce qu'il faut faire du business. Mais avant ce business, il y a cette façon de rayonner, de montrer que on existe déjà tous ensemble dans un moment. Et ça, tous ces événements depuis 7-8 ans
font que on fait partie de la place des entrepreneurs et des clubs de Marseille. On en est fiers et on veut durer, on veut s'agrandir, il y a 2024 les Jeux Olympiques, c'est une chance fabuleuse pour la France et notamment pour Marseille. En tout cas, magnifique initiative, donc bravo. Est-ce que tu penses qu'après cette crise sanitaire, tu vas réussir à faire rebondir un peu toutes ces entreprises qui ont traversé cette Oui, parce qu'après cette crise ou cette pause, ça a permis, comme on expliquait auparavant, de se réinventer, de s'adapter, de faire des choses auxquelles on n'aurait jamais pu imaginer ou peut-être fait dans 10 ans. Et les gens sont réceptifs parce qu'ils ont compris que s'ils restaient immobiles dans leur société, tout doucement, ils attendaient la mort ou ça y ressemblait. Donc les gens vont consommer différemment. C'est à nous maintenant de proposer des projets pour qu'ensemble, on puisse mieux faire rayonner nos enseignes et notre ville. Alors, autre casquette qui me passionne, ça concerne les enfants dans le football. Tu es l'un des organisateurs de la Champions Cup, catégorie U11, qui est l'un des plus gros rassemblements de jeunes footballeurs en France. C'est le plus grand. Oui. Donc bravo. Et puis nous allons avoir bientôt l'intervention de Sébastien Piocel, qui est donc ton partenaire dans cette magnifique aventure. Et tu peux commencer un peu à nous expliquer, puis il interviendra. Oui, c'est 10 ans d'aventure. La Champions Cup, c'est une mise, un coup de projecteur sur ce football amateur déjà au départ marseillais, local, pour qu'il puisse finir au Stade Vélodrome, parce que le Stade Vélodrome, même s'il y a beaucoup de jeunes gamins qui veulent jouer dans d'autres clubs, quand on est marseillais, c'est le Vélodrome. Et donner la possibilité à tous ces présidents, ces bénévoles, ces entraîneurs, de constituer une équipe pour vivre un rêve et qui soit de la meilleure des façons à l'Orange Vélodrome. On a commencé dans le sud, maintenant on le fait dans toute la France parce que on était soi-disant une terre de football ou une ville de football, on le prouve. Et toute la France joue avec la rigueur du sud. Donc ça c'est une fierté. Sébastien m'a rejoint il y a 4 ans. Il est impliqué à 200% et ça ne m'étonne pas parce que c'était un excellent professionnel et il le démontre encore aujourd'hui. Il a beaucoup de responsabilités parce qu'il m'aide sur le terrain pour façonner toutes ces étapes, les phases finales, mais surtout depuis 3 ans, cette fameuse Team France, parce qu'on récompense une catégorie, une génération chaque année maintenant, qui est notre équipe de France à nous. Et on leur permet de continuer leur rêve et c'est que du bonheur de transmettre tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui à des jeunes gamins d'11 ans et aussi à des papas et mamans, parce que le papa et la maman sont omniprésents et c'est les premiers à être acteurs de la réussite de leur enfant aussi. Et le choix de la catégorie U11, c'est dans le parcours, enfin la formation, parce qu'on peut appeler ça la formation dès le plus jeune âge, c'est un âge charnière, c'est vraiment selon toi un âge Oui, parce que important. c'est les anciens poussins, et quand on est poussin, on vit des moments fabuleux. Ça me rappelait beaucoup de souvenirs. La Champions Cup porte le nom de mon premier entraîneur, donc ça a du sens. Pour moi, ça a du sens et pour aussi pas oublier. Bien sûr. Et la Team France, ça se passe comment? Il y a des stages prévus pour la cette Team équipe France, après toutes les étapes, après la finale, on se réunit parce que le staff a été étoffé avec Fabien Laurenti, avec Ismaël Bamba, avec Rachid Mokhtar, qui sont du monde amateur, dont on a voulu associer le monde amateur et le monde professionnel pour ne pas se tromper, parce que c'est une génération importante, pour avoir entre 20 et 30 joueurs qui vont être accompagnés par ces 4 personnes pour faire des stages, pour faire des matchs amicaux. On en a un petit peu parlé avec le président de l'Olympique de Marseille, parce que même si c'est loin, il sait que les pépites se trouvent déjà à ce jeune âge. Et comme c'est dans le sud, ça l'a un peu plus interpellé. À n'en pas douter. Et comment tu expliques justement que les pépites, elles se trouvent déjà à cet âge-là? À l'époque, ça se passait pas comme ça. Aujourd'hui, il y a un vivier, certes, mais ça se passe vraiment tôt. On va sur les terrains, les recruteurs... Alors ça se passe tôt parce que moi, à 11 ans, je ne me vois pas comme les enfants de 11 ans maintenant. Voilà. De par tout ce qu'on leur inculque ou ce qu'on leur met devant leurs yeux, ils deviennent beaucoup plus matures à cet âge. Un gamin d'11 ans, c'est avoir presque une conversation d'adulte, alors à un certain niveau, mais il a une faculté de voilà.
Et comme les clubs européens, voire mondiaux, recrutent de plus en plus jeunes, ça arrive à une catégorie où là, c'est le moins de 11 ans. Alors, moins de 11 ans, il ne faut pas faire de dégâts, parce qu'à 11 ans, il a un cerveau de 11 ans, même s'il en fait beaucoup plus sur le terrain. Et c'est là où les parents rentrent dans une démarche où nous, en tant que responsables à avoir créé cet événement, c'est pas qu'un événement de football, c'est un événement où maintenant, vu que c'est dans toute la France, on a le devoir d'expliquer et d'initier aussi à tous ces parents qui sont sollicités, qui sont perturbés, de leur montrer et de leur donner des outils pour qu'ils puissent être performants dans leur choix. Et Et ça, c'est pas si simple que ça. Cette catégorie U11, donc on le rappelle, c'est un jeu de foot à 8, pas à 11. C'est dans le foot de chata. Ça se joue à 8, ça se joue à 7, ça se joue à 8. Et nous avons rajouté les féminines. U15. Cette année. Ouais. Ça fait 3-4 ans. Ah. Ça fait 3-4 ans, mais là on voit un engouement depuis la Coupe du Monde où il y a beaucoup plus de clubs, beaucoup plus de jeunes filles qui veulent participer. Et c'est vrai que la Champions Cup reste le coup de projecteur idéal pour leur faire rêver et avoir les meilleurs souvenirs. Alors, avant de poser les petites questions du fameux questionnaire du Salon des légendes, on accueille Sébastien Piocel qui nous rejoint. Salut Sébastien, est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends très bien. Bonjour à Alors, tous. nous, par contre, on n'a pas de retour, Steve. On n'a pas le retour de Seb en plateau. Ça fait très plaisir de t'accueillir, Sébastien. Évidemment, on a une petite pensée pour la remontée du Sporting en Ligue 2, du Sporting Club de Bastia. On sait que tu as joué à Bastia. Steve, est-ce qu'on peut avoir le retour de Seb, tu penses? Ok. Tu nous entends? Vous m'entendez? Moi, je vous entends. Très bien. Parfait. Ça Salut. va. Comment Salut. vas-tu? Ça va, très bien. Ça va, ça va. Sur Paris, je préfère être avec vous, forcément. Et ça va, comme tu l'as dit, la montée du Sporting dans le monde professionnel en Ligue 2, ça me fait extrêmement plaisir, forcément, pour les dirigeants qui ont bien travaillé et puis pour les supporters, forcément, qui attendaient ça depuis 4 ans avec la rétrogradation en National 3. C'est clair. En tous les cas, merci beaucoup d'être avec nous sur le Salon des légendes avec Jean-Christophe. Donc, il nous a expliqué un petit peu ce que vous faisiez avec les U11, avec les jeunes. Donc, tu as joint l'aventure il y a 4 ans maintenant, c'est ça? Oui. Et donc, comment ça se passe de ton côté? Quel regard tu as sur ce projet, sur cette aventure? Déjà, comme je le dis souvent, je remercie Jean-Christophe de m'avoir fait confiance. C'est une belle rencontre. C'est devenu vraiment un ami. On s'est rejoint sur beaucoup de choses. Et avant tout, au-delà de la qualité de l'événement, c'est surtout le plaisir que l'on prend à suivre ces gamins. C'est vrai que c'est un tournoi qui a pris un tournant il y a 4 ans en le mettant à l'échelle nationale. C'était la possibilité de continuer un événement qui marchait très très bien sur Marseille et dans la région PACA. Et on a vu que forcément dans la continuité, il y avait un engouement tout autant important en France parce que forcément on touche le monde amateur et une tranche d'âge aussi où et les enfants, les éducateurs et les parents sont très très réceptifs à ce que l'on fait. Très réceptif, ouais. Très réceptif. Et alors, comment ça se passe dans cette période-là? Quels sont les projets à venir pour les U11, pour la Champions Cup? Parce que là, évidemment, avec le Covid, j'imagine que là, ça s'est un petit peu ralenti. Est-ce que les projets vont arriver sur cette année déjà, l'année prochaine? Alors nous avons plein de projets qu'on adapte en fonction des règles. Oui, ce projet, l'avantage, comme a dit Seb, c'est qu'on travaille avec des jeunes dont c'est jamais fini. Chaque année, on a une génération. Et une génération de jeunes footballeurs français, ça parle en France, mais ça parle aussi dans le monde. Donc on sait la pression que nous avons, mais on en a besoin aussi de cette pression pour vraiment initier et inculquer tout notre savoir à ces jeunes gamins et surtout à ces familles et à ces clubs. Donc oui, il fallait qu'on soit un peu plus pour entourer ces gamins et Seb se donne à 200% parce qu'il a tellement aussi à donner. Et comme sur le terrain, vous vous dispatchez un peu les tâches, vous avez chacun vos spécialités?
On sait que Seb, il récupérait pas mal de ballons, il envoyait les crampons. Hein. On se souvient de ta méthode de jeu, mais pour l'organisation de tous ces événements et le travail avec les minots, justement, vous avez différentes activités que vous dispatchez. Je vais essayer de répondre. Seb? Non, ouais, on est plutôt bien organisé, hein, forcément. Moi, j'ai envie de dire, je suis plus terrain dans ce que l'on met en place. Il faut aussi dire, je sais pas si Jean-Christ tu en as parlé, mais il y a aussi Fabien Laurenti, hein, qui fait partie de notre staff rapproché, notamment sur la Team France, sur la sélection des meilleurs joueurs. Moi, je suis en relation constante avec les clubs, les éducateurs. On essaye aussi, alors c'est pas un simple tournoi où on fait le tournoi et derrière on se serre la main et ça s'arrête comme ça. Non, il y a une continuité sur toute la saison. C'est vrai que là, avec le Covid, bah, c'est moins, ça a été moins évident forcément en 2020. On s'est donné les moyens de pouvoir la réaliser, je touche du bois, en 2021. On s'est adapté aussi, on s'est adapté aux conditions. Et voilà, donc après, on est sur une génération 2010, a priori, qui est très, très forte sur toute la France. Et on espère bah, continuer aller de l'avant et puis à s'améliorer, nous aussi, au contact des clubs, des éducateurs qui nous apprennent beaucoup de choses aussi. Je reviens notamment, une petite parenthèse, sur les éducateurs du monde amateur. On parle beaucoup du monde professionnel à juste titre, mais dans le monde amateur, il y a vraiment de très très bons éducateurs, même jeunes, qui sont spécifiques aussi dans le foot à 8, mais qui feraient pas tâche aussi dans le monde professionnel. Alors, combien y a-t-il de clubs sélectionnés pour ce tournoi en tout en France? C'est à moi que tu parles, Marjorie? Bah, Oui. Pardon, Il y a, moi pas sur le tournoi. il y a un peu plus de 240 clubs qui font l'édition, la 11e édition, donc en 2021. Donc c'est énorme, hein, quand on multiplie par le nombre de joueurs, ça fait environ 3000 joueurs. Donc en termes de qualité, d'homogénéité, c'est énorme. Voilà, on se projette peut-être sur un format encore un peu plus important. Mais le plus important justement pour nous, c'était de pouvoir la faire cette année et ensuite de continuer à développer le projet. Ok, vous n'avez pas pu sélectionner tous les clubs de France, donc sur quels critères vous vous basez pour choisir tel ou tel club, telle région? Alors, pour ce qui était de la région PACA, on avait fait des étapes préliminaires en 2019 D'accord. pour l'édition 2020, qui n'a pas pu se faire. Donc, on est resté sur cette base à peu près, on va dire, c'est des clubs qui se sont qualifiés sur le terrain. Même si c'est pas la même génération, on récompense quand même les clubs qui s'étaient qualifiés. Ensuite, pour les autres régions, on a des contacts permanents avec on va appeler ça des référents, qui nous aiguillent sur les clubs qui travaillent bien déjà, parce que c'est important pour nous. Et ensuite, éventuellement, sur des générations, parce que ça se passe par génération. Même un petit club qui peut avoir une belle génération, par exemple sur les 2010, on est au courant et on l'invite sur l'événement. Ce qui fait qu'en termes de qualité globale, on est vraiment sur du très très haut niveau sur toutes les étapes. Et vous, enfin, on peut dire que vous connaissez tous les deux le football et le ballon. Est-ce que pendant ces événements, vous avez déjà eu l'occasion de vous dire, oh là, celui-là, c'est vraiment un monstre? Est-ce que vous avez des exemples aussi à nous donner sur les générations qui sont de joueurs, sur les générations qui sont passées, en se disant, enfin, vous les avez repérés, vous avez dit celui-là, il a tout pour réussir et ça Ça a été le fait. cas avec Oui, le temps? oui, alors il va prendre le relais, mais on a dans chaque génération deux, trois, ou déjà de par les sollicitations des clubs professionnels, parce qu'il y en a qui partent au PSG, à la Juve, à Nice, à Montpellier, à Marseille. Donc déjà, ça conforte le travail de Seb, parce que lui, il les voit, il ne sait pas qui sont sollicités et demandés par ces clubs. Donc oui, on a des joueurs qui interpellent fortement, mais ils ont 11 ans. Donc on situe un potentiel énorme. Après, c'est là où Il reste la du chemin. démarche du papa, du maman, des choix, et Sébastien rentre en jeu parce qu'il a un rôle très important pour surtout préserver cela et pour qu'il puisse grandir facilement
ou du moins de la meilleure des manières. Oui, parce que Sébastien, ce potentiel-là, à 11 ans, on peut le détecter facilement, mais il reste encore du chemin. L'entourage doit être là, comme le disait Jean-Christophe. Il y a toute une évolution personnelle qui doit mener vers le professionnalisme et vers la réussite, mais c'est pas gagné. Alors nous, en fait, on a vu deux générations parce que la 2009, on n'a pas pu la voir. Mais sur les 2007 et les 2008, la plupart des joueurs qu'on avait sélectionnés ou sont déjà en pôle espoir et ont déjà signé dans les clubs pro. Pour les 2008, c'était seulement à partir de janvier de cette année. Donc il y en a quelques-uns qui ont déjà signé. Donc c'est vrai que ça vient conforter nos choix, on va dire. Même si nous, on n'est pas club pro, donc on est dans l'instant. On ne se projette pas sur 5-6 ans. On se projette sur les 2 ans qui arrivent parce que l'idéal, c'est de pouvoir les voir régulièrement pendant 2 ans. Parce qu'après, à partir de 13 ans, c'est compliqué et c'est logique. Soit ils ont signé dans un club pro et dans ce cas-là, le club pro ne veut pas nous les laisser et ça, c'est plutôt normal. Soit ils sont en pôle espoir et c'est pareil, on ne va pas non plus les surcharger à cet âge-là. Par contre, la chose pour moi la plus importante aujourd'hui, c'est un vrai fléau. Et c'est là où aussi, nous, on peut donner, on va dire, un sacré coup de main à l'entourage des petits. C'est justement le fait qu'aujourd'hui, le gamin, il est souvent vu comme la poule aux œufs d'or à ses performances. On a tendance rapidement à enflammer un petit qui a 10-11 ans et à ce moment-là, qui est peut-être au-dessus du lot. Mais le travail est énorme. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un cursus en plus très linéaire. J'ai fait Clairefontaine, donc je suis parti de chez moi très tôt. Je suis parti à Nantes, qui était quand même un centre à l'époque très reconnu. Donc, je connais les étapes à passer et je sais surtout les dégâts qu'il peut y avoir derrière. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'élus à la fin. Même quand on rentre en centre de formation, on a les chiffres. Hein, donc, c'est très, très peu d'élus à la fin. Et encore une fois, quand on passe professionnel, après, il faut jouer. Parce que professionnel, c'est une chose, c'est un contrat. Mais après, il faut jouer. Il y a de plus en plus de concurrence. Et aujourd'hui, c'est pas qu'on veut faire peur aux parents ou à l'entourage, c'est simplement qu'on veut les alerter. Et comme tout se passe de plus en plus tôt, on va les alerter de plus en plus tôt et apporter notre expérience, notre vécu, même si chaque histoire elle est différente. Sébastien, pourquoi avoir choisi une catégorie donc U11 qui ne joue qu'à 8, sachant qu'après des petits qu'on peut repérer dans cette catégorie peuvent être exceptionnels et ensuite au jeu à 11 ne s'en sort pas trop? Je pense que c'est la meilleure catégorie. U10, pour moi, ça me semble un petit peu jeune. Euh, U11, c'est aujourd'hui, par rapport notamment au club pro, c'est la catégorie où déjà une première, on va appeler ça une première vague de très bons joueurs sont déjà repérés. Et puis ensuite, c'est pas un problème, le foot à 8, il faut y passer. Le plus important, c'est justement le passage du foot à 8 au foot à 11. J'espère moi vraiment, et je sais que beaucoup de clubs amateurs travaillent déjà à 11 dès la catégorie U13, voire U12. Et moi, ça me semblerait logique. On se rappelle de nous, de notre époque avec Jean-Christophe, où en pupille à l'époque, on jouait à 11. Et aujourd'hui, bon, pour moi, voilà, passer 2 ans, c'est-à-dire U10, U11, dans le foot à 8, ça me paraît largement assez. Mais à un moment donné, il faut que les petits aillent sur un espace plus grand, justement, pour s'habituer aux espaces à prendre. Mais c'est un travail spécifique. Et c'est aussi pour ça que nous, à la base, on est plus spécialisé dans le foot à 11 et on s'entoure. On s'entoure avec un Ismaël Bamba, un Rachid Mokhtar, des mecs, au-delà d'être performants, qui sont spécialisés dans le foot à 8. Et c'est très important la passerelle entre ces deux mondes, parce que c'est quasiment deux mondes. Tu en as qui sont excellents à 8, qui vont avoir du mal dans les repères à 11. Et tu en as à 8 où ils ont plus de difficultés, justement, parce qu'ils se sentent un peu serrés et qui vont à 11 exploser parce qu'il y a plus d'espace, parce que ils vont être plus à l'aise. Donc, c'est hyper important. Alors justement, tu nous parles de Rachid Mokhtar qui est spécialisé dans le foot à 8, mais pas que, parce qu'il arrive à faire jouer aussi ses équipes au foot à 11. Ça, c'est un apport extraordinaire pour la Team France. Heureusement qu'il y arrive, sinon on ne Oui, serait pas avec nous. mais par Non. exemple, on voit les clubs d'aujourd'hui en foot à 8, certains clubs, ils ne jouent pas, ils ne joueront jamais à 11. Alors qu'Arachid arrive à faire jouer son équipe, par exemple, son équipe actuelle, à 11, alors qu'elles ne sont qu'à 8. Il arrive à leur donner une coordination, un placement. Et je trouve que c'est bien, justement, le fait qu'en Team France, vous ayez des coachs comme ça, des entraîneurs comme ça, qui peuvent également instaurer le foot à 11.
Ouais, de toute façon, le ballon, il est rond pour tout le monde. Je pense que Rachid, il a les capacités, comme d'autres, à anticiper justement le foot à 11. Comme beaucoup de clubs, hein, des clubs, on va dire, performants, les clubs amateurs, on peut parler d'Herbel ou Burel, il y a une volonté de travailler rapidement dans le foot à 11 et je le comprends. Mais il y a aussi beaucoup d'exercices, beaucoup de choses à mettre en place justement pour faciliter euh, ce, cette passerelle, on va dire, entre cette transition, voilà, entre ces deux mondes. Merci beaucoup Sébastien, en tous les cas, d'être venu, d'être passé nous voir pour nous parler de ce projet avec Jean-Christophe. Merci beaucoup. Tout va Merci bien à pour toi vous. là à Paris en ce moment? Ça va, je commente Manchester-Liverpool ce soir là, le match en retard, Eh ben, c'est peut-être plutôt le pas match mal. qui va condamner Liverpool à ne pas jouer la Ligue des Champions. Ouais. Et voilà, donc tout va bien pour moi. Merci. Hâte d'être le 16 juin à Lyon pour la première étape de la Champions Cup. Eh ben Et à écoutez, on Marseille, vous c'est suivra le... attentivement. 3 et 4 juillet, Marseille le 3 et 4 juillet. Ouais. 3 et 4 juillet à À La Marseille. Ciotat, à la Ciotat. pour le club de la région. Et la finale, malgré cette crise, elle se passera quand même cette année au stade Vélodrome. A priori, oui, hein, enfin, on est en C'est le fait but. au Vélodrome, oui. Mais par contre, la problématique que l'on a avec le Covid, c'est qu'on a décalé toutes nos dates D'accord. et que du coup, la date qu'on en a demandé au Vélodrome, elle se rapproche un petit peu du début de championnat, en espérant que l'OM soit déjà qualifié pour la Ligue Europa, comme ça ils reprendront pas non plus trop tôt. Mm, mm. Voilà, on est en attente, mais oui, la finale se fera au Vélodrome. D'accord. Ben, c'est super. Très bien. Bravo à vous. C'est magnifique. Merci beaucoup Sébastien. On te souhaite une bonne continuation. Bon match ce soir et on se retrouve très vite. Et merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau du Salon des légendes. Merci. Merci à vous, bonne journée. Merci Seb. Tiens, il y a une question de Bar 13, là, vite fait avant le fameux questionnaire. Quelle a été ta réaction quand l'OM a été justement empêché de monter en Ligue 1 la première saison là, en Ligue 2 que tu as vécu? Parce que ça a été administratif, Oui, sportivement vous montiez. très frustré et très déçu. Une fois qu'on a vécu cela, c'était se remettre au boulot pour remonter l'année d'après. Ouais. Est-ce que toi, personnellement, tu t'es dit, est-ce que c'est peut-être une opportunité pour rester inscrit dans cette équipe-là? L'OM va pas retrouver son statut tout de suite. Au moins, je suis sûr de m'installer définitivement dans cette équipe. Non, C'est une non, réaction égoïste, hein, parce je veux que dire, même en tu deuxième vois. division, on vit des moments qui sont similaires à la première et il y a un engouement qui est Autour dans fabuleux. le stade. Donc oui, on se languissait de vivre ces moments en première division, mais là des deux, puis quand on est jeune, moi j'étais jeune à l'époque, on prenait tout ce qu'il y avait et déjà d'avoir le maillot de l'OM, c'était une fierté, Toute ma en vie. sachant qu'il fallait le plus vite remonter pour qu'on soit un peu plus visible, même si on l'était en deuxième division. C'est clair. Ok, on va enchaîner avec une série de petites questions courtes, donc réponses courtes, sauf si tu veux épiloguer. Ok. Ton principal trait de caractère? Mon principal trait de caractère, Déterminé. déterminé, ouais, déterminé. Entreprenant. Aussi, j'oublie pas. D'accord. Ton principal défaut? Mon principal défaut, J'oublie pas. non, je veux rapidement des résultats. Impatient. Alors, mon expérience et mon âge maintenant fait qu'il faut attendre, mais Tu es impatient. un petit peu. D'accord. Quel est le joueur avec qui tu as joué qui t'a le plus impressionné? Ah, un suffit pas. Parce qu'à 16 ans, quand on joue avec les plus grands les plus grands joueurs européens, je ne peux pas me cantonner à dire un joueur. Donc c'est Eric Dimeco, c'est Moser, c'est Deschamps, c'est Papin, c'est Barthez, c'est Amoros, c'est une bande de mecs qui ont transcendé l'Europe hein, et qui m'ont fait participer à ces moments. Donc, Cette magnifique épopée de l'OM. oui. Après, quand on joue à l'OM, c'est sûr qu'il y a des noms qui parlent plus que d'autres, mais déjà d'avoir vécu cette aventure, c'est une aventure de potes, d'êtres humains, et ce bleu et blanc, ça sublime. Énigmatique. Le joueur le plus fêtard?
Là, je vais pas me faire des copains, mais bon, il assume et c'est ce qu'a fait aussi sa réussite, c'est Marcel Dib. Marcel Dib, aussi bon autant sur le terrain qu'en dehors. Une faculté de récupération fabuleuse, dont il est venu en fin de carrière à Marseille. Il nous a fait remonter 2 fois, donc c'est quand même à son âge. Et il avait une capacité de fêter les matchs. Nous, on était jeunes, on était des fois plus fatigués que lui. Et le lendemain matin, au décrassage, il était le premier. Ouais. Donc, Irréprochable sur le terrain. Un Ouais. exemple fabuleux. Ok, ton super pote dans le foot. Alors dans le foot, j'ai Seb avec qui... Attention, il est là encore. Hein. J'ai Seb avec qui je vis de très très bons moments. Après, j'en ai 3. J'ai José Cobos, Eric Dimeco et Marcel Dib. Okay. On a croisé beaucoup de monde, mais on a quand même un peu plus d'affinité avec certains. Ok. L'entraîneur avec qui ça s'est le mieux passé? Je dirais Jean Fernandez, parce que c'est lui qui m'a détecté et qui m'a fait faire mon premier match en professionnel. Un passionné. D'accord. Ouais, Jean Fernandez. Celui avec qui ça s'est le moins bien passé? Au Genoa, l'italien. Du coup. Même si j'adore la cuisine italienne, l'Italie Et le football italien, mais là, ça s'est pas bien passé. Ouais. Ton héros de fiction préféré? Mon héros de fiction préféré, le Roi Lion, la jungle. Disney. Ce qu'on vit à ce jour. Trop bien. Ton héros dans la vie réelle? Être père, dans mon père. Être père et ton père. Ok. Tes passions en dehors du football? Mes passions en dehors du football, mon métier qui m'a permis de côtoyer plein d'autres sports, plein d'autres personnes, la gastronomie, les rencontres avec des personnes. D'accord. Ta devise? Je vais redire un petit peu la même chose. Rien lâcher, pas baisser les bras, être positif. Même si on vieillit, de l'être encore un peu plus, parce qu'avec ce qu'on vit, il faut l'être. Et garder des bonnes ondes. Jean-Christophe, tu es une très belle personne. De tout ce qu'on a pu apprendre sur toi, là, aujourd'hui, sur ce plateau. Déterminé, confiant. Merci beaucoup. Vraiment, merci. As-tu un mot pour les supporters marseillais qui te regardent? Allez l'OM en premier. Confiant même si on passe de moments difficiles, mais c'est dans ces moments difficiles où on n'est à jamais les premiers, on l'entend très souvent dans les fins de saison. Et puis on va le rester une année de plus aussi, c'est pas mal. On va le rester une année de plus. On va le rester une année de plus. Mais oui, Marseille sera toujours différent et qu'on le préserve le maximum. Parce que le football français a besoin d'un grand OM et le football européen aussi. Donc, qu'on puisse déjà revenir rapidement au stade, partager les moments qu'on avait vécus et qu'on n'a pas oubliés, mais qu'on se languit de revivre. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette heure passée ensemble, authentique et sincère. Et on te découvre, mais on n'en attendait pas moins. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir rejoints sur le plateau également, d'avoir participé à cette émission. Bon courage pour vous sur tout ce qui vous attend. Là, le boulot va vraiment reprendre à fond la caisse. Et puis, avec ces belles générations de joueurs que vous accompagnez, merci pour tout le boulot que vous faites. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis sur le Salon des légendes. Merci beaucoup Marjorie d'avoir été une nouvelle fois avec nous et d'avoir été présente pour Jean-Christophe. On se retrouve très vite sur lephocéen.fr. Merci et passez une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.